Bonjour et bienvenue sur Nostro Milan, le podcast by Milan Actus sur l'actualité du plus grand club d'Italie. Aujourd'hui, je suis avec Adri et Théo. Salut les gars. Salut. Salut à tous. Le Milan s'est imposé 4-2 au San Siro grâce à des buts de Zlatan Ibrahimovic, Kessié, Rafael Leao et Rebic. Le Milan était mené 2-0 rapidement en seconde période, mais a renversé la rencontre. Adri, qu'as-tu pensé de la performance globale des Milanais ? Alors globalement, voilà, c'est vrai qu'on a eu encore une fois une prestation solide des Milanais, surtout après les deux buts de la Juve. C'est vrai qu'en première mi-temps, on a eu le droit à un Milan costaud qui paniquait pas quand ils avaient les ballons, quand ils avaient le pied sur le ballon, voilà, ils faisaient circuler le ballon proprement, ils paniquaient pas, voilà, ils se précipitaient pas. On a eu le droit à quelques actions milanaises. Ils ont que 3 tirs en première mi-temps, mais c'est 3 frappes cadrées. Alors, c'était pas non plus hyper dangereux, mais au moins ils ont le mérite d'exister. C'est vrai que pour le coup, moi, j'ai trouvé que les deux équipes en première mi-temps faisaient jeu égal. Voilà, c'est vrai que en possession, voilà, ça se joue sur du 51-49 pour Milan, donc voilà, c'était quasiment similaire. C'est que la Juve a eu plus de tirs, hein. Ils ont eu 8 frappes en première mi-temps, mais ils en ont cadré qu'une seule. Ça va, c'est vrai qu'on peut le retenir. Pendant cette page, j'ai trouvé en première mi-temps beaucoup d'intensité de la part des Milanais. Ils ont quand même fait 10 fautes en première mi-temps, mais voilà, c'est vrai qu'au moins on avait un Milan qui faisait des fautes, mais qui montrait quand même un caractère, quoi. Ouais, c'est vrai qu'en première mi-temps, pour le coup, voilà, c'est vrai qu'on montrait beaucoup de caractère, on arrivait bien à combiner, les joueurs se trouvaient bien et voilà, surtout ne paniquaient pas, quoi. Après, pour le coup, on a commencé une deuxième mi-temps avec Akan qui est rentré à la place de Paqueta. Paqueta, on en parlera tout à l'heure, mais voilà. Donc, il est sorti, je trouve logiquement, moi, à la place de Çalhanoğlu. Et voilà, c'est vrai que Milan, ils ont très très mal débuté la seconde période avec le but de Rabiot, où il se fait un rush de son camp, quoi. Donc après, voilà, c'est vrai qu'il est mis 3-4 joueurs, puis voilà, il met un but. Donnarumma peut rien faire, en pleine lucarne, il est complètement pris de court, hein, Donnarumma. Après, voilà, c'est vrai que ça commence mal. Donc là, c'est vrai qu'on voit les Milanais qui prennent un coup derrière la tête. Voilà, c'est vrai qu'ils paniquaient plus. Là, on commence à revoir un Milan qu'on ne voyait plus depuis un petit moment. Voilà, qui savait plus où se placer, qui se trouvait plus, qui avait beaucoup de déchets. Et puis voilà, à la 52e minute, c'est R7 qui, entre Kjaer et Romagnoli, qui voilà, les deux se gênent, les deux se butent dedans. Et c'est R7, elle n'a plus qu'à la mettre au fond, même si Donnarumma la touche. Voilà, ça fait à 2-0 pour la Juve. Puis là, on se dit que c'est terminé, quoi. C'est deux buts qu'on C'est offre, hein. mené. C'est deux buts qu'on offre à la Juve. Le Ouais, premier, clairement. c'est erreur de Théo Hernandez d'une passivité déconcertante et Bennacer qui fait pas le repli défensif, donc il laisse tout le champ à Rabiot. Et la deuxième erreur, c'est Kjaer et Romagnoli qui ne se parlent pas. Donc c'est vraiment deux buts qu'on offre en deuxième période sur des erreurs. Après, la Juve nous le rendra par la suite où c'est la même chose avec une passivité impressionnante aussi de la défense de la Juve sur le but de Kessié, sur le but de Leao, sur le but de Rebic. Ce sont 3 offrandes qui nous font et qui nous permettent de se relancer. Mais je suis d'accord avec toi sur la première mi-temps qui a été physique des Milanais et ça rejoint les dernières performances qu'on a vues, un Milan physique, bonne préparation physique de Pioli pendant le confinement et qui a été encore prouvé ici. On fait des fautes, mais on était présent sur le terrain et ça a un peu déstabilisé la Juve. T'as d'autres choses à ajouter ou pas, Adri ? Et moi, je veux juste finir sur les buts milanais, hein. Comme quoi, voilà, c'est en 7 minutes, c'est ça, il me semble, 7 minutes, voilà, on arrive à en mettre 3 à la Juve, on renverse complètement le match. C'est vrai qu'on l'a vu, hein, quand Zlatan il met le penalty à un autre Milan, quoi. Ça a changé l'image du Milan. Voilà, c'est vrai qu'encore une fois, Zlatan décisif, hein. C'est vrai qu'il fait du bien, on en parlera tout à l'heure, mais voilà, il met un but, une passe, encore une fois. Ouais, c'est vrai que voilà, on met 3 buts coup sur coup. Ça, on s'y attendait pas forcément à ce que Milan il remonte face à la Juve avec du caractère, hein, encore une fois, parce que honnêtement, c'est mérité. Hein. Le fait qu'on remet 3 buts derrière, c'est mérité. Complètement. Et voilà, après, c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure, Guillaume, encore une passivité de la Juve où Alexandro il fait une passe complètement dégueulasse là, dans son camp. Bonaventura il la reprend, il n'a plus qu'à la remettre à Rebic, et Rebic qui la pousse au fond. Donc moi, je finirai juste là-dessus, comme quoi voilà, Milan, ça, qu'ils ont montré encore une fois du caractère et qui montrent encore une fois qu'ils peuvent battre une équipe du top de tableau, quoi, dans les 3 premiers. Quand il y a un Milan qui panique pas, qui montre du caractère, qui montre de l'envie, voilà, il y
Milan, voilà, ils peuvent faire des résultats. Ils l'ont encore montré hier soir. Théo, à toi. Bah écoute, ouais, je vous suis quasiment sur tous les aspects sur ce qu'on a vu durant ce match, même si je mets quand même un point d'orgue sur la différence qu'on a vue entre la première et la deuxième mi-temps du Milan AC. Mm. En première période, la composition de base, elle offrait un trident offensif derrière Rebic qui était quand même assez intéressant, parce qu'on avait l'opportunité de voir Rebic, Paqueta et Salzmakers. Mais le problème, c'est qu'on s'est très rapidement rendu compte qu'en termes de largeur de largeur offensive, Paqueta a ses automatismes qu'il a eu à Flamengo et reculé énormément dans l'axe. Rebic en second attaquant quand il y a Zlatan devant, c'est compliqué. Et ce qui fait qu'on était revenu un petit peu dans ce qu'on voyait dans les anciennes rencontres avant que Zlatan arrive, où c'était Théo Hernandez qui déboulait côté gauche et on espérait qu'il y ait un attaquant pour la récupérer dans l'axe. Sauf que là, quand on a justement plusieurs armes offensives prêtes et efficaces, cette première mi-temps-là, offensivement parlant, on propose pas grand-chose. On est en place derrière, comme vous l'avez dit. On a un double pivot Kessié Benasser qui se trouve de mieux en mieux. Derrière, pas beaucoup de grosses frayeurs. Conti qui s'est bien contenu, qui a bien réussi à contenir Ronaldo, même si en deuxième période c'était beaucoup plus nerveux. Heureusement que Calabria rentre sur le dernier quart d'heure parce qu'il aurait pu prendre rouge. Mais oui, clairement, c'est cette deuxième mi-temps-là qui m'impressionne et que je retiens plus parce que Rebic va se transcender par rapport à la première mi-temps qu'il fait. Zlatan va enfin trouver sa place seul dans l'axe, derrière Rebic. Paqueta sort assez logiquement pour laisser sa place à un vrai ailier gauche de métier, donc Akan, et ce qui rend du coup une rencontre beaucoup plus agréable à suivre. Après, forcément, il y a deux erreurs qu'on paye coup sur coup. Le rush d'Adrien Rabault est lunaire et franchement, je pense qu'il se souviendra de ce premier but avec la Juve. Forcément, deux erreurs défensives qui payent cash. Et puis derrière, Ronaldo, sur l'une des rares mésententes défensives entre Roma et Kjaer, en profite. Mais après, voilà. Clairement, ce penalty-là, je pense que il sort de nulle part. Moi, je me rappelle, je le revois très bien, cette intervention de Rebic auprès de l'arbitre, Marco Guida, qui va lui demander pourquoi il lui met jaune. Et sur le ralenti, je comprends tout de suite que le jaune n'est peut-être pas adressé à Rebic et qu'il est peut-être plus pour Leonardo Bonucci. Et c'est vrai qu'à l'heure de jeu, ce penalty-là transcende le Milan AC, comme il avait pu le faire de manière inverse face à l'Inter, où ça avait été la réduction du score autour des vestiaires des Interistes qui avait complètement fait couler le Milan. Là, dans un autre gros match, c'est eux qui relancent le match. Et puis derrière, la suite est très intéressante et ça nous donne cette belle victoire 4-2. Je pense que c'est davantage le deuxième but de Kessié qui nous remonte le moral. Le premier, c'est un peu un coup du sort pour la Juve. Même nous, on ne s'attend pas vraiment à prendre le penalty parce qu'il n'est pas contesté. L'arbitre met le jaune, mais derrière, il n'y a personne qui va demander le penalty et c'est vraiment à la VAR qu'il est vérifié et qu'il est obtenu. C'est vraiment l'action de Kessié où il y a Rebic et Zlatan s'amusent dans la défense et Kessié marque. C'est là où vraiment les défenseurs de la Juve se regardent, commencent à douter un peu. Ça fait 2 buts en quelques secondes. Et vraiment, c'est à partir de ce moment-là où on a levé la tête et on se dit, on peut vraiment aller chercher autre chose. Et puis derrière, on a même pas eu le temps de célébrer le but de Kessié que Léao marquait. Ça aussi, c'était exceptionnel. Bref, c'est là aussi, c'est dans ce genre de match face à des gros qu'on se rend compte aussi de l'importance de la complémentarité de la défense. Leonardo Bonucci est incontestablement l'un des meilleurs relanceurs du championnat et avec la squadra également. Mais en termes de solidité défensive, on sait pertinemment que la Juventus prend un risque à chaque fois qu'elle l'associe à un défenseur qui est moins bon défensivement parlant que lui. Ça, c'est encore vu une fois avec Daniele Rugani qui était aligné à ses côtés suite à la suspension de De Ligt. Et ça confirme aussi que la montée du jeune néerlandais est extraordinaire cette saison-là et qu'en l'absence d'un Giorgio Chiellini qu'on peut parfois considéré comme vieillissant, cette défense de la Juve n'est plus du tout la même. Complètement. On va passer au top et au flop. Ok, alors vas-y Adri, donne-moi tes tops. Du coup, en top, j'ai mis Zlatan. Voilà, un but, une passe, donc forcément, je suis obligé de le mettre dans mes tops, sachant que voilà, il a été encore important pour cette victoire du Milan. J'ai mis aussi la deuxième mi-temps de Rebic. C'est vrai que la première, comme on l'a dit tout à l'heure, il est passé à côté, on l'a très très peu vu. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, voilà, lui aussi, mais un but, une passe, tu vois, il était beaucoup plus présent offensivement. Et en flop, par contre, j'ai mis Paqueta. C'est qu'il a montré quand même de belles choses, Paqueta, face à la Spal et à la Lazio. Face à la Juve, il a été dépassé, même défensivement, face à Quadrado. Tous les deux, il les a perdus face à Quadrado. Il a pris un jaune rapidement. Il a pas fait un match non plus horrible, mais voilà. Dans le 11, voilà, c'est lui et Salmakers
ils ont été vraiment le plus en dessous. Mm. Après, j'ai aussi envie de dire en homme du match, Kessié pour le coup. Question homme du match pour Pour toi? moi, pour moi homme du match Kessié. C'est vrai que depuis la reprise là, voilà, depuis qu'on fait les petits podcasts, c'est vrai que voilà, je le dis de plus en plus Kessié depuis la reprise, il est décalé un peu plus en dessous, il est un rôle plus défensif. Mm. C'est vrai qu'avec Benacer là, les deux Benacer Kessié, ils font un travail monstrueux. C'est vrai que voilà, toute l'équipe, elle a monté d'un cran, mais je pense que Kessié est monté encore un cran un peu plus au-dessus. Et voilà, c'est vrai que là, on voit la différence. C'est vrai qu'on avait toujours du mal à trouver le milieu de terrain pour relancer en attaque. Là, c'est vrai que voilà, là, le duo Benacer-Kessié, il nous fait beaucoup de bien. Et ouais, on a vu encore une fois Kessié, il a fait un très très gros match. Il a mis un but en plus de ça. Donc, ouais, homme du match, pour moi, je mets Kessié. Donc Kessié, Rebic et Zlatan sont tes tops et Paqueta est ton seul flop, c'est bien ça? Avec ça, en flop, Paqueta et Saelemaekers. Ok. Ouais. Pareil pour ce qui est du top, je pense que le match de Kessié et d'Ibrahimovic sont à retenir. Kessié qui, dans ce double pivot, euh, comme le disait très bien Adrien, se démarque vraiment de ce 4-3-3 qu'on avait l'année dernière, Mm. où on avait du mal. On savait que Chemwe Bakayoko allait être l'élément de liaison entre la défense et le milieu de terrain, mais l'élément de liaison entre le milieu de terrain et l'attaque, on avait toujours du mal à le trouver. C'est ce qui expliquait les remontées de balles parfois qui partaient du milieu de terrain de Souzo parce qu'il n'y avait pas ce 10, cette capacité à se projeter offensivement. Alors que maintenant, avec une paire de milieux de terrain un petit peu plus basse, mais cette possibilité de jouer avec trois milieux offensifs, eh ben on retrouve un Franck Kessié bien plus intéressant, plus sobre parce qu'on le voit pas enfin là il marque hier, mais c'est pas un joueur dont on retient l'animation offensive, mais tout aussi efficace, que ce soit dans la relance ou dans l'animation défensive. C'était 7 buts la saison dernière, Kessié, quand même. C'était 7. Après, il tirait les Tireur de pénaltys. penalty. Voilà, tireur de pénalty aussi. Mais dans le jeu, il lui arrivait de marquer. C'était 7 buts. Cette année, c'est son deuxième. Mais on est d'accord sur le nouveau rôle de Kessié qui lui va beaucoup mieux. Effectivement. Après, bien sûr, il y a le match de Simon Kjær qu'on ne peut oublier. Euh, quel joueur, quel match, tout en sobriété, ce duo pardon, qui forme avec Romagnoli. Quand on sait que l'option de 3,5 millions d'euros sur sa tête doit être levée avant le 15 juillet, ça fait On a vraiment intérêt. partie des choses On a intérêt à le faire. où le Milan AC ne doit pas hésiter, que ça soit, même si Rangnick veut ramener des défenseurs de Leipzig ou de Salzbourg, je voyais les noms d'Upamecano, de Mukiele, etc., qui passaient dans les rumeurs du mercato milanais. Ça fait partie des révélations de cette saison indéniablement. Et c'est un joueur qui a été extraordinaire encore hier. On peut forcément ne pas oublier sa mésentente défensive avec Romagnoli, mais sur la globalité du match qui sort, c'est sobre et efficace. Et c'était très, très intéressant de le voir hier soir. Du côté des flops, je mets malheureusement Théo Hernandez, qui s'y nous a sauvé face à Brescia, à la Spal, Parme ou encore l'Udinese, n'a pas été à la hauteur ce soir. Heureusement pour nous, il y a un trident offensif qui a été bien plus performant que lui. Si sa première mi-temps semblait un petit peu remonter dans les travers du Milan AC où on attendait l'exploit du latéral gauche français, sa deuxième mi-temps, il est fautif sur un des deux buts comme on l'évoquait en début d'émission et il a globalement pas su apporter son animation offensive dans le couloir gauche. Mais heureusement pour nous, Çalhanoğlu et Rebic ont pu changer cette donne. Et puis enfin, le dernier flop, et effectivement, c'est le Rebic de la première période. Si on ne peut pas oublier sa deuxième période. La première est très, très, très compliquée pour lui. Premièrement, sur son placement, parce que se positionner derrière Zlatan, savoir si on doit attaquer, le suivre, et faire des contre-appels, aller sur le côté, sachant qu'on a Paqueta juste à notre gauche, c'est pas facile. Même si, voilà, la deuxième mi-temps qui sort est impressionnante. La première période explique en partie notre manque d'animation offensive. Pour ma part, en numéro 3 de mes tops, j'ai Zlatan pour ce qu'il a apporté offensivement à l'équipe. Et puis, franchement, c'est le meneur. Je pense que c'est vraiment un meneur d'homme. C'est celui qui a dû parler à la mi-temps. Prestation, en première mi-temps, il met 10 minutes avant de lancer son match, Zlatan. Il fait 2-3 erreurs, notamment de positionnement aussi. J'ai remarqué que, par contre, au niveau du positionnement, Zlatan, il marque 2 buts, un contre la Lazio et un contre la Juve en fin de première mi-temps. Il me semble les deux sont refusés pour un hors-jeu où il juge mal son placement par rapport au défenseur. Donc ça, c'est dommage. Mais par contre, il se rattrape vraiment en deuxième période où il sort à la combien, Zlatan 66e. Voilà, il va permettre au Milan de recoller au score. Un but, une passe D en 3 minutes et le Milan refait son retard grâce à Zlatan. En numéro 2, j'ai Rebic.
Rebic, voilà. Donc moi, c'est simple quand je prépare mes émissions, je fais des bâtons et des ronds, suivant s'ils sont bons ou pas bons. Rebic, c'est que des bâtons. Voilà, je l'ai trouvé vraiment bon, surtout évidemment en deuxième période où il a vraiment apporté. Et là, toute la, dites-moi si je me trompe. Ellis, non, il est remplacé à la phase de Krunic. Ah oui, Krunic à la toute fin Krunic de se rentre match. pour les 10 dernières minutes de C'est jeu. Ouais. ça. Donc Rebic va vraiment sur le côté gauche, on voit qu'il est vraiment très à l'aise aussi bien sur le côté gauche qu'en pointe. C'est impressionnant comme il est vraiment régulier sur ces deux postes. Donc c'est vraiment un joueur qui l'année prochaine, on ne sait pas quelle sera sa place suivant s'il y a un deuxième attaquant, s'il sera associé avec un Jovic ou quoi. Mais c'est un joueur qui peut vraiment évoluer milieu gauche et attaquant. Et il fait une très belle période. Il marque encore un but. Rebic, j'ai noté ses 8 buts sur les 11 derniers matchs avec Milan. Meilleur Donc buteur du club avec 9 réalisations, effectivement. voilà, et dont avec 10 réalisations et dont 8 Ouais, sur les 11 derniers matchs. la Voilà, 10e meilleure, autant pour moi. exactement. Et enfin, Kessié, homme du match aussi également pour moi. J'ai dit cette semaine sur Twitter que notamment après le match face à la Lazio, je pense vraiment que Pioli, et j'espère que Rangnick utilisera Kessié dans les mêmes dispositions, on tient enfin le vrai poste de Kessié, qui doit être vraiment un joueur à la Gattuso au milieu défensif, à acharner. On a vu, je vais pas revenir trop longtemps sur le match de la Lazio, on l'a vu tenir en laisse Milinkovic-Savic pendant toute la rencontre, et je pense que c'est vraiment ça, le poste que doit jouer Kessié, et non pas un milieu box-to-box comme il l'a joué depuis 2 ans, mais vraiment ce joueur milieu défensif à la récupération qui va tout de suite trouver la passe facile pour ensuite donner au joueur qui a les qualités de jouer peut-être plus long comme Akan ou quoi. Donc vraiment dans ce rôle-là, Kessié, depuis qu'on a commencé les podcasts, on n'en dit que du bien et il continue de m'impressionner, vraiment. Donc je pense qu'il est bien plus à l'aise dans cette doublette avec Bennacer, dont franchement il est devenu le patron, parce que Bennacer est un peu dans son ombre sur les dernières rencontres. Mais voilà, Kessié homme du match pour ma part. Pour les flops, ça va aller vite. Là, j'en ai mis que 2. J'ai mis Paqueta pour les raisons qu'a évoqué Adri. J'ai pas grand-chose à rajouter dessus. Et enfin, j'ai mis Romagnoli. Alors, j'ai mis Romagnoli en flop parce que je trouve que depuis quelques rencontres, il est pas dans l'ombre de Kier parce qu'il forme quand même une bonne défense. Mais sur ce match-là, il y a sa mésentente avec Kier. Il y a 2-3 aussi relances ou interceptions qu'il ne fait pas. Et je trouve que après, Milan va bien, donc on peut pas le blâmer non plus. Mais je trouve qu'il perd un peu ce leadership sur le terrain. Peut-être que Zlatan récupère et que du coup, sans ce leadership, Romagnoli a peut-être plus de mal à s'affirmer. Après, j'entends vraiment que la doublette avec Kier, elle est exceptionnelle, largement plus forte qu'avec Musacchio. Ils s'entendent vraiment bien. Mais voilà, Romagnoli, c'est pas un flop monstrueux. Hein. De toute façon, il y en a pas vraiment des flops sur ce match parce que même Paqueta, il sort à 45e, mais il est pas dégueulasse sur la première mi-temps. Donc, c'est à relativiser. Mais voilà, Romagnoli, je pense qu'il est vraiment dans l'ombre de Zlatan au niveau du leadership sur le terrain à présent. C'est Zlatan qui dicte le jeu, qui dicte un peu la mentalité de notre équipe. Et donc, Romagnoli doit se concentrer plutôt à un poste de défenseur centre et à tenir la défense avec Kier et Donnarumma. Voilà, messieurs, pour les flops et les tops. On va refermer ce débrief de match pour ouvrir du coup notre débat. Donc, comme chaque semaine lors des débriefs, nous terminerons l'émission avec un débat sur l'actualité du Milan AC. Et hier, à la suite de l'interview de fin de rencontre, Zlatan a annoncé à travers les lignes qui quitterait l'AC Milan à la fin de la saison pour tous les problèmes internes, comment il l'a justifié. Donc, que retenir du passage de Zlatan à Milan et qu'a-t-il apporté à l'équipe, notamment sur cette période? Adri, je te laisse commencer si tu as des choses à dire. Enfin, Zlatan, ouais, alors voilà, il est arrivé le 2 janvier à Milan, donc c'est vrai alors depuis quelques temps, enfin plusieurs années, j'ai envie de dire, il est toujours lié à Milan, mais à chaque fois il signe dans un autre club, donc c'est un petit moment déjà qu'il était lié à Milan, mais il venait jamais au final. Et là, voilà, c'est vrai que quand on a appris l'arrivée de Zlatan, donc voilà, le 2 janvier, c'est vrai qu'on a tout de suite su, voilà, que l'équipe allait avoir enfin du caractère, enfin un gros leadership. C'est vrai que tu parlais de Romagnoli avec son leadership, c'est vrai que forcément, quand t'as un Zlatan, t'es limite obligé, en fait, quand t'es capitaine et
C'est deux poids, deux mesures. Un peu moins présent. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc c'est vrai que quand Zlatan est arrivé, voilà, on s'attendait vraiment à ce qu'il change un minimum, en tout cas, le visage du Milan, qui était pour bien un peu avant janvier. Donc c'est vrai qu'il faut savoir que Zlatan, c'est 10 matchs en Serie A, 4 buts et 2 passes D. Donc par contre, voilà, ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est sur les 4 buts, il a été buteur face à l'Inter, face à la Juve et la Lazio. Donc sur les 4 buts, c'est quand même sur 3 grosses équipes. Hein. Et après, à côté de ça, il a marqué face à Cagliari, il me semble, ça devait être ça, ou Genoa, je sais plus. Son premier but, il est face à Cagliari, à l'extérieur. Voilà, c'est ça, ouais. Et Genoa aussi, il marque. Donc, et en Copa, il a joué 2 matchs, il a mis un but en Copa, là. Donc, voilà. Donc, c'est qu'au total, comme je disais, voilà, sur les 3 gros matchs, c'est quand même 3 buts et 2 passes D. Donc, là, c'est là que tu vois le rôle de Zlatan aussi, hein, c'est d'être présent aussi lors des gros matchs, sur les camps qu'on puisse se reposer un minimum. Voilà, Zlatan l'a montré. Et c'est vrai qu'encore une fois, pour moi, l'arrivée de Zlatan, ça a changé l'état d'esprit de l'équipe. Je pense en dehors du terrain, mais aussi sur le terrain. C'est vrai qu'on l'a encore vu hier face à la Lazio, face à la Juve. Il était debout, il paraît toujours parler aux joueurs. Enfin voilà, il était toujours présent. Même quand il joue pas, qu'il est sur le banc, on sent qu'il est présent. Moi, je pense qu'il a vraiment eu une influence sur les jeunes joueurs en janvier et sur les joueurs qui étaient là depuis deux saisons. Je pense notamment à Akan, à Kessié, mais aussi à Benasser et tout ça. Je pense que même s'il ne l'a pas dit directement, je pense qu'indirectement, il a fait comprendre quelle était l'importance de jouer avec ce maillot, que représentaient ces couleurs du Milan AC. Et je pense vraiment qu'il a réussi à le faire transmettre parce que quand le club qui est en difficulté depuis qu'il est parti en 2012, quand un joueur comme ça revient à 38 ans, ça montre aussi quelle est l'importance de l'AC Milan à ses yeux. Et je pense que les joueurs s'en sont vite rendus compte. Pour apporter une autre stat sur la différence qu'a pu faire Zlatan, c'est Milan sans Zlatan, donc Milan sur la première partie de saison, c'est 21 points en 17 journées, ce qui représente 1,23 points par match, avec notamment 8 défaites et 6 victoires. Depuis que Zlatan est là, donc 18 matchs, donc il les a pas tous joués, mais depuis qu'il est dans le vestiaire, entre guillemets, c'est 36 points en 18 matchs. Donc 2 points par match. Donc on est passé de 21 points sur la première partie à 36 points. Après, je décompte comme ça, mais il y a les matchs de coupe évidemment. Mais voilà, pour vous montrer, depuis que Zlatan est là, c'est que 2 défaites contre 8 en début de saison. C'est 10 victoires. Donc vraiment, il y a un avant-après Zlatan. Je pense qu'il se fait vraiment aussi au niveau de l'état d'esprit sur le terrain. Là, ça fait vraiment quelques matchs que Milan gagne. Milan marque surtout, mais Milan ne recule pas après avoir marqué. Et ça, c'est vraiment un état d'esprit de conquérant qu'il a su transmettre aux joueurs. Et pour ça, chapeau, même si on aura les larmes aux yeux quand il partira, si vraiment il part, mais il aura vraiment insoufflé un nouvel état d'esprit à cette équipe qui se cherchait depuis 2 ans, parce que la plupart des joueurs c'est une équipe, même si elle est remaniée chaque été, les joueurs cadres maintenant sont vraiment des cadres depuis 2 ans. C'est à peu près les mêmes joueurs qu'on revoit depuis 2 ans. Et depuis 2 ans, cette équipe était sans âme. Vraiment, on essayait de trouver un leader avec Bonucci, avec Higuain, etc. Mais des leaders déchus. Et derrière, on avait des joueurs comme Akan, Kessié qui devaient s'occuper, parce qu'ils jouaient tous les matchs, qui devaient s'occuper de donner un peu qui devait un peu mettre la mentalité sur le terrain et tout. Mais Zlatan a vraiment fait ce truc et je pense qu'il va s'il part, il va nous laisser une équipe vraiment avec des couilles. Et l'année prochaine, on aura le Ranieri qui n'aura pas ce travail à faire, à mon sens. Je suis assez d'accord avec toi, mais moi, ce qui m'impressionne encore plus, au-delà de ces victoires qu'on a eues là, le caractère qu'on a pu retrouver, c'est la manière avec laquelle on gagne des matchs. Que ça soit cette victoire à l'arraché face à l'Udinese et 2-1. Enfin, j'ai ce souvenir-là, le premier match qu'on fait de la saison, on perd face à l'Udinese chez eux. C'est un match horrible. Et clairement, dans la manière, dans ce qui se ressort des 11 joueurs sur le terrain, il n'y avait pas d'âme. Il n'y avait pas d'histoire, pas d'envie, pas de choses qui nous transcendent, qui nous font dire on est en train de regarder le Milan AC ou qu'est-ce qu'on est en train de voir là? Et c'est sur une demi-saison qu'on arrive à avoir l'impact de grands joueurs comme Zlatan qui
qui du haut de ses 38 ans, euh, par, euh, par tout ce qu'il a fait dans sa carrière, montre qu'il a encore cet amour du maillot pour ce club-là. Et évidemment que des joueurs, comme tu l'as très bien souligné, qui viennent d'arriver forcément en manque de repères. Je pense à Leao qui avait un petit peu du mal sur sa première partie de saison. Rebic également, se transcendent et comprennent un peu plus l'importance qu'est de porter ce maillot. Et forcément, même s'il part qu'après 6 petits mois avec nous, on sait qu'il a cette copropriété avec le club d'Hammarby en Suède. Bah forcément, voilà, c'était un départ qui était inévitable, qui fait toujours mal à entendre, comme il a pu le sous-entendre au micro de Sky hier soir. Mais merci Zlatan et on espère que, comme tu l'as très bien souligné, Rangnick n'aura pas ce travail prémonitoire de coach mental, on va dire, pour habiliter tous les joueurs à leur dire, OK, vous portez le maillot du Milan AC, il va falloir retrouver rapidement les sommets qu'on attend depuis 2011. Est-ce que vous pensez, vous, du coup, si Zlatan était arrivé dès le début de saison, est-ce que la saison aurait été différente? Est-ce que vous pensez ou pas? Moi, je pense qu'on peut la baser sur deux facteurs. On peut le baser sur deux facteurs, cette éventualité-là. Le premier, c'est les blessures, parce que Zlatan, en 6 mois avec Milan, c'est quand même une blessure qui, certes, intervient après ce contexte du confinement. On a bien vu que sans Zlatan sur le terrain, quand il venait d'arriver, ça a fait mal. On attendait tous le retour d'un joueur de 38 ans, alors qu'on a une équipe remplie de jeunes talents offensifs. Donc, je pense que sur le long terme, Zlatan aurait eu un impact, ça c'est indéniable. Je pense au point perdu qu'on a pu perdre face à la Spal, face au Genoa ou face à d'autres équipes, les matchs face à nos adversaires directs plutôt, qu'on n'a pas pris sur la phase aller, la défaite de 1, notamment face à Roma, à la Roma me revient à l'esprit. Donc je pense que oui, indéniablement, Zlatan aurait eu un impact. Après, est-ce qu'il aurait eu un impact aussi important sur tous les matchs qu'il a sur cette phase retour? J'en suis pas si certain. Mais un impact sur la globalité et sur les 6 mois d'une première partie de saison qu'on regrette parce qu'on n'a pas pris des points où on aurait dû en prendre. Oui, je pense que même s'il s'était pas sur le terrain, je pense que derrière, que ça soit dans les vestiaires ou sur le banc, il aurait eu un impact. Ça, c'est indéniable. Moi, je pense qu'il faut le nuancer quand même avec le fait que l'entraîneur en début d'année, c'était Giampaolo. Et je pense qu'avec Giampaolo, avec ou sans Zlatan dans son effectif, on aurait quand même été lamentable. Tellement Giampaolo, on nous l'a survendu et on s'est retrouvé avec un boulet à traîner pendant 6-7 matchs. C'était impressionnant de la manière dont on a mis tout notre argent du mercato sur son fameux 4-4-2 en losange pour qu'au final, face à l'Udinese, enfin après le match face à l'Udinese, il change toute sa stratégie et on s'est retrouvé avec un effectif pas du tout adapté. Et il a dû du coup broder avec les joueurs qu'il avait, mais dans un thème tactique qu'il ne maîtrisait pas. Je pense qu'il faut quand même aussi nuancer cette arrivée-là. Certes, Gianpaolo n'était pas fait au Milan AC, mais c'était des choses qu'on connaissait. C'était un risque qu'on savait qu'on allait prendre. Ce 4-4-2 en losange, Gianpaolo l'utilisait déjà à la Samp. Et cette Sampdoria-là que Gianpaolo avait certes des capacités offensives qui étaient intéressantes à voir, que ce soit avec Gabbiadini, Quagliarella ou Yanko en soutien des deux attaquants, mais c'était une équipe qui prenait énormément le bouillon sur les côtés. Et quand Andersen, qui est défenseur lyonnais, était encore à la Sampdoria, moi je me souviens de matchs où Collé et Andersen étaient débordés par les centres, débordés par l'animation offensive sur les couloirs qui étaient complètement ouverts du côté de cette Sampdoria. Et c'est des choses qu'on a revues là, parce qu'on a eu des ailiers qui savaient pas où se positionner. On avait des ailiers plus bas que d'habitude. On n'avait plus notre milieu à 3. Et si certes, ces 7 premiers matchs sont pas du tout du standing du Milan AC ou tout du moins ce que l'on en attendait, pardon, c'était quelque chose qui était prévisible. Quand on voit la Sampdoria de Gianpaolo l'année dernière, moi j'ai vu très peu de changements. J'ai vu cette même largeur défensive. J'ai vu cette occupation de centre qui était incessant à la Samp se reproduire au Milan AC, mais où bah là les défenseurs étaient clairement débordés, pas prêts pour ce dispositif-là. Donc effectivement, ce début de saison de Gianpaolo était à oublier dans tous les cas. Moi, je suis certain que si, et donc là, on peut faire un et si, parce que j'ai des regrets sur cette saison, c'est et si on garde Gattuso et Leonardo, et si Gazidis accepte la vision partagée par Boban, Leonardo, Gattuso, etc., de faire venir des joueurs cadres, des joueurs d'expérience comme Zlatan, parce que Zlatan, on le voulait dès cet été. On le voulait dès cet été, mais Gazidis a refusé, a donné les clés à, donc du coup Leonardo part parce qu'il est pas sur la même il est pas sur la même longueur d'onde que Gazidis. Ensuite, on invite Gattuso à partir également alors que on le rappelle qu'avec l'équipe qu'il avait l'année dernière, il finit à 1 point de la Ligue des Champions. Donc
franchement, je pense qu'avec un Gattuso, avec un Leonardo encore en tant que directeur sportif, un Maldini, un Boban et un Zlatan dans l'effectif, on y allait en Ligue des Champions cette année. Je suis persuadé que dans ce contexte-là, si Zlatan était arrivé avec un Gattuso comme entraîneur, je pense vraiment qu'on pouvait faire une belle saison. Donc clairement, on a perdu un an. Je pense qu'on a perdu un an à essayer Giampaolo, à se prendre la tête avec notre Piatek en attaque, à ensuite changer pour Pioli, qui Pioli, malgré son bon retour et sa bonne préparation physique pendant le confinement, qui fait on récupère des points. Il faut pas oublier que Pioli, franchement, jusqu'au confinement, c'est quand même pas glorieux non plus. Donc, on perd vraiment une année. Je pense qu'on avait vraiment le projet reconstruction. Il avait de la gueule quand on a ramené Boban, quand on a ramené Maldini, quand on a ramené Leonardo, quand Gattuso il a eu de la confiance de ses dirigeants. Et maintenant, on a vraiment fait une saison blanche. Donc, j'espère que pour le coup, ce projet reconstruction, lui aussi, là, pour le coup, celui de l'année prochaine, il est beau, il a de la gueule, c'est sexy aussi. Parce que Ranjik et les quelques rumeurs qu'on entend, c'est quand même, si ça se concrétise, on aura vraiment des chances pour jouer réellement la Ligue des Champions. Mais je pense que Zlatan, s'il était venu en janvier, dès le début de l'année, voir dans quel contexte, mais je suis pas sûr que ça aurait changé grand-chose. Voilà. Moi, je me permets juste de compléter ce que tu viens de dire. Je pense qu'il y a aussi deux facteurs à prendre en compte sur le départ de Leonardo et celui par la suite de Gattuso. C'était déjà cette menace sur le fair play financier qui planait autour du Milan AC et les envies de départ qui étaient très prononcées même avant la fin de saison de Leonardo. Il y avait ce retour vers le Paris Saint-Germain qui était envisagé, mais un départ tout simplement du club qui était pas inévitable, mais qui pouvait se profiler. Et c'est voilà, Leonardo part. Après Gattuso, oui, je pense que c'est vraiment la seule erreur qu'on commet et qui du coup ensuite entraîne celle de Boban et du départ de Gattuso. Mais forcément, oui, il y a beaucoup de choses à redire sur cette saison-là. On espère que le Milan AC sera européen l'année prochaine et beaucoup de regrets de se dire que là, on a laissé 15 points d'avance à l'Atalanta qui, bon, certes, c'est deux mondes entre ce que Gasperini propose avec l'Atalanta depuis le début de saison et ce que nous, on a réussi à faire. Mais chapeau à l'Atalanta et on espère que l'année prochaine, le Milan AC sera en Ligue des Champions. Quand tu gagnes contre la Lazio, contre la Juve, tu as le droit d'espérer te dire punaise, attends, on va regarder le classement de Serie A, ils sont à combien Atalanta? Déjà, tu vois 14 points, ça te refroidit. Puis ensuite, tu vois la différence de but et tu vois Milan plus 4 et Atalanta plus 44. Et là, tu te dis, bon, ok, on est peut-être à notre place. Ah non, on a une place qu'on mérite et puis à cette journée de la fin, je pense que c'est un réveil un peu tardif, mais un réveil qui doit être plein d'espoir, Mm. plein d'envie et surtout savoir tirer des En, leçons, pardon, de ce que le Milan AC aura traversé cette saison. en revanche, ce qui peut être vraiment positif pour l'année prochaine, c'est que nos représentants en Ligue des Champions, en Ligue Europa, les représentants italiens, ont vraiment de la gueule l'année prochaine. C'est-à-dire que, pour rappel, ceux qui iront, si le classement reste là, et je pense que globalement ce sera ça peut-être à la fin de saison, euh, la Juve, l'Atalanta, la Lazio et l'Inter nous représenteront en Ligue des Champions, mais c'est en Europa League, ce sera la Roma, l'AC Milan et Naples qui viendront jouer un peu les concurrents en fait au titre de Ligue Europa. Et c'est vraiment cette grosse équipe, si on compte Milan comme une grosse équipe, mais c'est vraiment sept belles équipes qui vont défendre l'Italie l'année prochaine. Et il y a vraiment le championnat italien est de plus en plus sexy. On voit des joueurs peut-être comme Cavani, comme Pedro, comme des beaux joueurs qui privilégient l'Italie. Et franchement, ce qu'on va voir l'année prochaine dans le football italien, je pense qu'on aura aussi une très belle saison en championnat. Peut-être avec une équipe qui sait qui arrivera à détrôner la Juve qui s'envole là vers son combienième Scudetto là? Huitième, Huitième huitième, Scudetto Huitième, d'affilée ouais. le premier pris par la Juve en 2012. après nous. Voilà. Un mot de la fin, peut-être Adri, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou... Je pense que ouais, quand la saison sera finie, qu'on fera le total des points, je pense qu'on pourra avoir beaucoup de regrets, notamment face aux défaites ou contre-performances, on va dire, face au plus bas de tableau. C'est vrai que voilà, encore une fois, pour faire très rapide, c'est vrai que Gattuso, c'était une erreur, je pense, de laisser partir. On commence à avoir une certaine stabilité avec lui. Puis bah, c'est vrai que voilà, quand après, dans la direction, il y a eu
des embrouilles, on va dire ça comme ça. Hein. C'est vrai quand tu as des Boban qui va partir, tu sais que des Maldini vont peut-être partir aussi. Voilà, c'est vrai qu'il y a déjà une grosse mésentente déjà dans la direction, donc c'est vrai que dès le début de saison, ça part mal. Et c'est vrai que pour moi, on pourra avoir des regrets en fin de saison, ça c'est sûr et certain. Quand on voit ce qu'on propose maintenant, on peut que avoir des regrets, c'est obligé. Ok. Bon, bah, très bien, les gars. Bon, bah, merci d'avoir participé à ce débrief. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour le prochain match de l'AC Milan. Et pour une autre émission, on reviendra sur la saison prochaine et tout un débat autour de l'arrivée de Rangnick. En attendant, bonne soirée à tous. Ciao! Salut à tous, les gars.